Bonjour à tous. Pour cette, ça grésille un petit peu. Donc pour cette nouvelle journée sur l'alchimie. Alors ce matin, en fait, on va commencer par une présentation de Nicolas sur les voies alchimiques sur lesquelles il travaille. Ça fait quelques années maintenant que je connais Nicolas. C'est vrai qu'il a toute une approche vraiment originale. C'est des choses qui lui sont venues, j'allais dire naturellement, et c'est sa passion pour l'alchimie qui lui a amené à créer, entre guillemets, ou recréer, ou redécouvrir en fait des approches de l'alchimie opératives. Et donc il va nous parler un petit peu de son chemin, de son travail. Et c'est vrai que ça sort un petit peu des sentiers battus. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un parallèle par rapport au texte. On en parlait hier avec quelques alchimistes. Pour moi, en fait, l'alchimie, elle existe à partir du moment où on fait intervenir le spiritus mundi, l'esprit universel. Et en fait, c'est ça le point commun qu'on va avoir entre toutes les voies. C'est-à-dire, on pourrait travailler avec n'importe quelle matière, mais à partir du moment où on intègre ce spiritus mundi, cette énergie universelle, on rentre dans une autre dimension. Une dimension qui n'est plus seulement physique, matérielle, mais qui va faire intervenir d'autres parties de l'être et qui agit en fait en lien avec l'énergie. Et c'est vrai que souvent les auteurs anciens vont nous dire il y a une seule voie, un seul fourneau, un seul feu, un seul contenant, un seul creuset. Oui, mais en fait on peut avoir des creusets qui sont différents. Et donc on peut avoir des fourneaux qui sont un peu différents, mais la même chose, les principes vont être les mêmes. Et on pourrait travailler, j'allais dire, avec du fer, avec du cuivre ou avec d'autres choses. À partir du moment où on utilise ce support, en fait, et que ce support il va être animé par un feu secret, par une énergie, et bien dans ces cas-là, on est dans ce cadre de l'alchimie. Donc Nicolas va nous parler un petit peu de son chemin et de sa quête. Et il faut savoir qu'il a été en lien aussi avec beaucoup de personnes, d'alchimistes, dont Patrick, avec qui il a eu des échanges. Voilà. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien là? C'est bon? Voilà. 1, 2, 1, 2. Voilà. One test, ok. Bon, merci à toi Pierre-Alexandre, merci à toi Salima de m'avoir accueilli, de m'offrir une opportunité de partager auprès de personnes si ouvertes. Je dois parler un peu plus fort, c'est ça? Là, en haut, c'est bon? Ok. Non, des fois, les micros sont un peu sensibles. Ok, donc ce qui m'intéresse dans l'alchimie, eh bien disons, c'est ce qu'un peu m'a apporté ces valeurs que Patrick, je n'ai pas rencontré Patrick physiquement, je n'ai pas eu cette chance-là, mais par contre j'ai eu quelques échanges très enrichissants et il m'a offert 2-3 cadeaux quand même. Il m'a offert des valeurs, cette valeur justement. Bien, Aurélia, tu as mis en conclusion la chanson La Quête de Jacques Brel, et c'est justement cette valeur-là qui m'a poussé à persévérer sur cette voie, ce cheminement du sacré, parce que l'alchimie, c'est aussi une voie initiatique du sacré, et pas simplement technique, mais également initiatique. Et initiatique non seulement pour notre âme, non seulement pour notre intellect, mais aussi pour notre contribution pour le monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu en alchimie, puisqu'on a tendance à rester dans notre laboratoire, dans notre petite grotte, on est coupé du temps, comme l'a si bien exprimé Nathalie. Le temps ne fait plus rien à l'affaire, comme disait Brassens. Donc, ce qu'il faut prendre en compte dans cette quête, c'est aussi que ce que Patrick m'a beaucoup encouragé, et c'était un des rares alchimistes qui m'a encouragé jusqu'au bout, malgré ma grande différence dans cette voie particulière que je vais vous présenter, qui ne part de rien.
C'est-à-dire que vous allez constater de vos propres yeux et par des animations vidéo que la pierre philosophale n'est pas une chimère, n'est pas une vue de l'esprit, mais il y a quelque chose qui part de l'intangible vers le tangible. Non seulement en tant que substance, mais en tant que quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous rectifie, et quelque chose qui va vers notre accomplissement. Et je pense que c'est important que l'alchimie doit rester quand même quelque chose de fondamentalement sacré, sacerdotal, je dirais même. Et ça, c'est le troisième cadeau de Patrick, c'est cette voie sacerdotale, cette responsabilité. Quand on découvre quelque chose, que on ne peut pas se permettre d'être un gardien du temple. Il y a une responsabilité, sinon on implose, c'est de partager. Non pas dévoiler de manière profane, mais c'est surtout libérer, délivrer la connaissance, en tout cas par l'expérience. Et ça, l'expérience, ça tenait très à cœur à Patrick. Ça, on a eu beaucoup de discussions, notamment sur des voix d'un certain Pirazel, sur lesquels j'ai beaucoup échangé avec lui, et on avait un point de vue relativement différent sur cette voie-là, notamment pour ceux qui ont pu acquérir ce livre-là, il y a une manière de faire, mais il y a une autre manière de faire. Il a un petit peu râlé parce que ça allait un peu plus vite de mon côté, puisque c'est pas le même régime de feu, et je vais vous expliquer pourquoi, justement. Donc mon cheminement dans l'alchimie, j'ai commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, donc vraiment avec l'antimoine, j'ai travaillé forcément au creuset, j'ai choisi le feu de bois, puisque non pas parce qu'il faut travailler au feu de bois, mais puisque j'ai eu un parcours qui est basé sur l'apprentissage des élémentaux. Et allumer le feu, c'est quelque chose de fondamentalement important pour justement apprendre qu'est-ce que c'est qu'un feu, dans tous les sens du terme, que ce soit l'animation du feu intérieur, notre propre feu, le feu justement est le feu vulgaire, mais aussi le feu interne de la matière, l'or élémentaire. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut faire toute chose unie dès le début et prendre sa place dans l'œuvre. Ce qui est important, à mes yeux, c'est ça. C'est que dès que l'on commence à séparer les choses, nous sortons de l'œuvre. Il faut déjà avoir une vue d'ensemble où nous sommes dans l'expérience. Nous vivons dans la chair l'expérience, et en vivant de l'intérieur, ça s'exprime dans le creuset, et je dirais pas sans, ce n'est pas confortable, puisque ça bouge énormément de choses. Et là où Patrick, d'ailleurs, je vais sortir, on s'envoyait des petits messages de temps en temps, on se fêtait nos anniversaires respectifs, sachant que toujours le 12 décembre, il m'envoyait un petit mot sympa. Et on s'envoyait au solsticial, et donc cet IMO de fin d'année. Donc c'était le premier message qu'on s'était envoyé à ces périodes de fête. Donc je souhaitais un bon Noël et un joyeux solstice. Merci cher Nicolas de niquer de la victoire, hélas la pierre. Toi, les tiens, joyeux Noël, et nouveau soleil solsticial. Alors, je réponds innocemment, merci, la victoire de la pierre peut-être nous sera un jour accordée. Âme, usons-nous pour l'instant. Et il me répond, à condition pour ton succès que ton jeu devienne jeu. Vous l'entendez comme vous le voulez. Prends ta place dans l'œuvre et imprègne-toi de ton expérience. En tout cas, merci. Donc, après avoir travaillé l'antimoine, j'ai vu que c'était
c'était une voie qui me tirait plutôt vers le bas, je dirais. Puisque je suis un peu plus mercuriel, disons un peu plus volatile, mais j'avais besoin quand même d'une autre forme de structuration dans mon expérience. Et j'ai faisais des expériences donc solarisées. Donc je choisissais de travailler les matières avec le feu solaire. Je faisais des expériences et c'est comme ça que j'ai appris l'alchimie. Je n'ai attendu de personne quoi que ce soit au niveau de mon apprentissage. Donc vous voyez dans ces images, la première image, c'est une expérience toute bête. Donc de la solarisation, d'un ballon vide. Il ne se passe rien en particulier en apparence. Et c'était l'été. Et c'est pour illustrer ce dispositif-là, mais c'était une loupe un peu plus grosse, dite de Fresnel, qui envoyait un petit peu plus de consistance solaire. Donc ça peut chauffer jusqu'à 800 000 degrés quand même. 800 à 1000 degrés, pas 800 000 degrés quand même, faut pas déconner. Sinon je serais bien bronzé. Mais j'ai oublié ce dispositif-là, je l'avais mis sur mon balcon et j'avais oublié. Bon, je me suis dit, je vais voir ce qui se passe. Bon, je récolte mon petit ballon, bon, il ne se passe rien. Mais sauf que à la nuit, c'était une nuit de pleine lune, solsticiale, d'été. C'était à l'équinoxe. Tac. Et voici une manifestation. Donc ça, c'était dans les années... donc j'ai travaillé cette voie-là, j'ai commencé à travailler cette voie-là à partir de 2015, entre fin 2015 et début 2016. Et voilà ce qui apparaît. Une sorte de buée qui apparaît, un peu étrange. Je me suis dit, il y avait de la condensation, mais j'étais sûr et certain que l'intérieur était sec. Et en plus, c'était sous vide. Donc, j'avais fait une expérience sous vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air dedans. Et si en reste, il ne pouvait pas y avoir d'humidité. Donc, c'était quelque chose qui m'a un petit peu perturbé. C'est des choses avec lesquelles j'avais échangé avec Patrick à un moment donné. Il dit, oui, effectivement, il y avait une expérience qui avait été faite d'un résidu presque huileux qui apparaissait parfois sur les parois de certains ballons, de certaines expériences. Et je crois que c'était en Espagne, je crois que c'était un chimiste espagnol qui faisait une expérience. Il y avait ce genre de résidu qui pouvait apparaître, malgré qu'il ne pouvait pas y avoir d'humidité qui pouvait rentrer, vu le régime de température qui était dedans. Et voilà ce qui apparaît. Bon, ça est un petit peu déformé, mais voilà, après une coagulation. Donc, vous voyez que ça bouge comme du mercure, ça a la consistance du mercure, ça a la densité du mercure, mais ce n'est pas du mercure. Et pourtant, c'est un mercure. C'est assez étonnant, vous voyez comment ça se déplace. De l'eau. C'est une eau. C'est une eau, mais ce n'est pas de l'eau. De l'eau pour Pascal. Pascal, vraiment, t'exagères. T'exagères. Me faire ça à moi. T'aurais pu prendre une bière, mais quand même. Non, vous voyez que cette substance qui est apparue ne pouvait pas apparaître à partir de quelque chose qui était déjà à l'intérieur, puisque vous voyez quand même, ce n'est pas innocent. Hein. C'est une eau qui glisse de manière huileuse. Donc il y a une certaine densité, et ça m'a beaucoup amusé, puisque vous voyez comment ça bouge. C'est quelque chose qui était très très surprenant. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ce n'était pas forcément pas forcément que le soleil, mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre influence? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose dans la nature qui pouvait être en suspension, que je pouvais capter et emprisonner dans ce ballon? Est-ce que finalement mon ballon ne serait pas une sorte de trou noir, une sorte de
cage à lapin, une sorte de... Une sorte où il y a une force, une contrainte qui permet de capter quelque chose d'intangible et de le rendre tangible. Et j'ai travaillé ensuite courant printemps, et j'ai fait une expérience où je travaillais l'alchimie interne, puisque j'avais reçu à l'époque la voie de la fleur d'or, pas ce qui est décrit dans Jung, mais la voie de la fleur d'or selon le temple de Lukang, du temple du 5e Dalai Lama, où il y a des fresques qui parlent justement du travail avec le soleil, ce qu'on appelle aujourd'hui le phosphénisme. Que Dr Lefebvre a rendu célèbre à travers ses recherches indo-européennes. Et il y a une voie, une sorte de yoga où nous travaillons de manière interne, que je transmets aujourd'hui via mes séminaires et ma structure Arcana que je fais travailler à distance et en présentiel. Et j'ai déployé quelque chose, donc il y a un mouvement final qui déploie une sorte de feu intérieur que l'on peut projeter. C'est un peu le chi, ou le ki dans le Japon, mais sans le cri, mais c'est par une volonté. Et il s'est passé ce phénomène suivant. C'est un peu dommage que ça soit écrasé, mais tant pis, je crois que ça se voit bien. Le ballon est rond, et ça dure un certain temps. Observez bien ce qui se passe. Donc je suis en train de faire ma respiration interne et je fais un certain nombre de mouvements. Et au fur et à mesure, donc j'étais en train de faire ça pendant que je tenais ma caméra, parce que j'ai déjà fait ça auparavant et ça a marché à chaque fois. Et quand je faisais pas ce travail-là, il ne se passait rien. Donc voyez, sur les parois. C'est à l'intérieur du ballon. C'est pas à l'extérieur du ballon. Et ça accompagne mon souffle. Et voyez comment ça se développe. Ça prend tout le ballon. C'est pas qu'une surface du ballon, mais ça prend tout le ballon. Comme une sorte de... C'est une pluie. Le vent la portait dans son ventre. C'est le cas de le dire, littéralement. J'aurais pu mettre la gravure d'ailleurs, qui est très intéressante. Et voyez que l'alchimie interne, c'est du concret, ce n'est pas un simple yoga. Sachant que j'ai travaillé avec le ballon en opération, avec une opération de chauffe à un certain degré, modéré. Et voyez ce qui se passe, et ça coule, et ça coule, et ça pleut, et ça coule. Oui. Pour bien comprendre, souvent il y a quelque chose comment vous avez fait le vide dans votre... C'est le principe du pot à confiture. On chauffe, on ferme un pot et le vide se fait. Voilà. Mais on fera... Nicolas, oui. excuse-moi, on va laisser Nicolas intervenir et ensuite on aura une question. Oui, c'est mieux. Ça coupe son élan. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Oui, absolument. Merci. Donc là c'est au-delà de la technique. Il y a d'autres principes. Il y a d'autres principes. Et à la limite, on pourrait même faire sans le vide. Même sans. Puisque si on applique les principes alchimiques, le spiritus mundi, justement, nous devenons canal de ce que nous captons et nous pouvons le projeter dans le récipient. Donc vous voyez que de manière scientifique, d'où ça vient? La question se pose. On peut imaginer que la rosée, qu'il se passe quelque chose dans la rosée, dans l'atmosphère, de similaire, sauf que là, c'est juste une assistance de la nature. Et Patrick aussi me disait, devient un assistant de la nature sans en transgresser les règles. C'est le plus important dans l'œuvre. Jamais transgresser les règles, jamais de rapport de force avec la nature. Aide-moi, la nature t'aidera. Donc, ensuite, j'ai retrouvé une gravure que j'ai demandé à quelqu'un qui est assez connu sur le milieu de Facebook, Aura Clavis, qui
J'ai demandé d'où venait cette gravure-là. Ça faisait partie d'une collection privée, Manny P. Hall, je crois que ça s'appelle. Et j'ai trouvé cette gravure-là la plus parlante pour parler de ce qui se passe dans le ballon. Et il y a 2-3 gravures qui existent qui coïncident avec les opérations qui viennent après. Vous voyez que c'est très parlant. Hein. Donc, et là, on rejoint quelque chose où le livre Mojon de Saint-Didier parlait. Donc, il y a un texte qui existe, qui est très peu connu, qu'on retrouvait dans le Petit Albert. Le Petit Albert qui n'est pas un livre d'alchimie. Hein. Et pourtant, il y a un texte écrit de livre Mojon de Saint-Didier qui est la lettre d'un philosophe à son fils, d'Aristée à son fils, un titre à rallonge, et qui parle justement de capturer l'air avec un autre air. Donc c'est un texte qui n'est pas connu du tout et pourtant qui parle justement de ce travail-là. Et que la matière capturée, cette matière retenue dans le ballon, se suffit à elle-même. Elle est à la fois son propre sel, son propre soufre et son propre mercure. Bien que le sel, le principe de sel soit venu un peu plus tard dans les textes, mais la cristallisation se fait dans le flacon. Et donc voilà, au bout d'un moment, ce qu'on récolte. Quand on continue le travail, il y a une eau légèrement dorée, grisâtre dorée, qui apparaît. Et cette eau-là a une consistance huileuse qui ne mouille pas les mains. C'est littéral, ce n'est pas une allégorie. Et cette substance-là, donc, tend à se volatiliser. Si j'ai le malheur d'ouvrir ce flacon-là, donc on peut transposer avec une pipette sans problème, hein, mais dans les 10 minutes, ça s'en va. Ça se gazifie presque instantanément. Bon, là, il y a quand même une petite quantité assez honorable. Hein, il y a genre à peine 1 millilitre, même pas. Ça représente déjà 10 jours de travail. 10 jours. Ça fout bien les boules quand on laisse échapper un truc pareil. Et là, c'est une illustration, donc, ouais. Alors, c'est comme un Playboy, on ne sait pas dans quel sens le prendre. Oui, vous voyez que le ballon, on utilise une lampe noire, une lampe UV, et vous voyez la fluorescence, donc le liquide réagit à la fluorescence, donc ça veut dire qu'il y a une substance qui n'est pas de l'eau, parce que les UV ne réagissent pas à l'eau pure. Là, il y a déjà une substance saline, il y a déjà des particules qui apparaissent. Ça se voit bien là ? Ouais. Ouais. On peut montrer peut-être. Ouais, déjà, ouais, voilà. Donc, vous voyez le côté fluorescent, donc il y a le ballon, hein, il y a les UV qui sont projetés, et le cul du ballon, donc il y a une fluorescence où c'est le liquide. Donc, parce que le ballon, l'image elle est, l'image elle est renversée, donc il faudrait tourner la tête. Voilà. Donc c'est le liquide qui est voilà. Donc il y a déjà quelque chose de salin qui apparaît, toujours aussi volatile puisque ça bouge. Donc vous voyez que sur les corps, donc on le voit un peu, mais sur le côté gauche, on voit que c'est de l'eau ordinaire. Donc il y a quand même une humidité qui est rentrée à l'extérieur, donc parce que je expose à la Lune, donc ça a pris de l'humidité extérieure. Donc on voit que l'eau ne réagit pas aux UV, mais l'intérieur du ballon réagit. Donc il y a quelque chose d'assez étonnant qui est. Là j'étais en mode découverte, hein, c'était quelque chose d'assez surprenant. Et voilà, l'œuvre commence à agir. Et sachez qu'à chaque étape, je n'opère rien du tout. Je continue à faire mon alchimie interne régulièrement. Donc je suis en présence. C'est une voie sacerdotale. Donc je suis dans une dévotion vis-à-vis de ce que je fais. En fait, je ne fais pas, mais je fais, mais sans le savoir. Et là, vous voyez qu'il y a comme la couleur du pan qui apparaît. Donc c'est magnifique. Donc là, ah oui, ça le rend bien quand même.
donc cet arc-en-ciel intérieur qui apparaît et qui figure sur ces gravures, qui nous annonce quelque chose. Donc ce n'est pas forcément les gravures qui correspondent à cette voie-là, hein, mais elles étaient parlantes. À mes yeux, je me suis dit, oui, il y a quelque chose. Donc vous voyez, bon, elles sont numérotées, 18 et 19. Donc vous voyez, le 18, donc il y a quelque chose, donc il y a un signe noir. Signe noir, donc quelque chose de volatile, mais nageant sur des eaux, où derrière il y a un champ d'or, et derrière une terre noire qui apparaît, et le symbole du monde, dit de l'antimoine, puisque l'antimoine, forcément, l'antimoine, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses dedans, et encerclé de blanc, donc c'est l'annonce de quelque chose. Et on voit que ce signe noir va se déployer, donc la figure 19, en bas, donc le cercle noir surmonté de sa couronne. Donc ce signe se transforme en pan et l'arc-en-ciel se manifeste. Et on voit donc sur nageant, donc il est toujours avec cet arbre à côté, donc la volatilisation, vous voyez l'arbre à côté avec les oiseaux sur la gauche qui s'élèvent sur le soufre, le principe soufre liquide. Et à droite, le mercure, mais le mercure qui fait office de terre. C'est très intéressant. Est-ce que le mercure, finalement, ce ne serait pas un sel? Mais pas le sel de ce monde ici, c'est le sel de l'autre côté. La transposition, d'une transposition d'un monde à un autre, le sel d'ici devient le mercure de l'autre. Le mercure d'ici devient le sel de l'autre côté. Donc il revient à un autre cycle d'existence. Nous sommes peut-être le mercure d'un monde, mais peut-être le sel d'ailleurs. Donc ça, c'est une autre image du pan, un petit peu plus détaillée. Yep. Je vais faire ça plutôt. Voilà. Et voyez que, conformément à l'annonce, vous voyez des cristallisations s'amorcer à l'intérieur du ballon. Et des cristallisations très étonnantes parce qu'elles ressemblent à la cristallisation de la rosée, sachant qu'il n'y a pas d'ammoniac dedans. Il n'y a pas le sel d'ammon. Et ces cristallisations, donc ça ne se voit pas très bien, mais il faut savoir que si vous voulez avoir une bonne qualité de rosée, de bonne pureté, vous savez à quoi on reconnaît une cristallisation correcte de la rosée? Elle est toujours en croix. Une croix carrée qui se déploie comme la neige. Et donc, j'ai tendance à faire... Tac, voilà. Et donc, je vais revenir au précédemment. Voyez les détails, voilà. C'est bon là. Voilà. Donc en gros plan, vous voyez, hein, cristallisation se former. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vivant, c'est que ça bouge tout seul. Les cristaux ont tendance à se déplacer, comme s'ils cherchaient à voyager, comme le Spiritus Mundi, forcément. Si on imagine que Spiritus Mundi n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer de manière formelle, c'est quelque chose d'intangible, mais si on l'imagine comme une entité voyageuse, si vous comprenez qu'en agriculture, on étudie le cycle de l'azote, vous connaissez ça, la nitrification, le principe de nitrification, nitratation. Eh bien, c'est de haut vers le bas et de bas vers le haut. Comme une sorte d'ouroboros de la vie qui se perpétue, qui fertilise, hein, qui putréfie et qui rend à la terre et qui fait germer. Ça, c'est la force de vie pure, de manière scientifique. Mais finalement, un alchimiste, ce n'est pas un chimiste, c'est plus un biologiste qu'autre chose, puisqu'il observe la nature, mais tout en respectant le monde du vivant, puisque le chimiste va décortiquer la nature, va la décomposer. Le chimiste jamais ne cherchera à remettre la vie à l'intérieur. L'alchimiste remettra toujours la vie à sa place ou à un stade supérieur d'existence, le nouvel être. Et un autre stade, quand on travaille avec la Lune, vous voyez ce qui se passe? Ça se voit bien là, oui? Ouais. Certains alchimistes opératifs peuvent reconnaître un certain lait.
le fameux lait de la Vierge. Quand on expose cette substance à la Lune d'une certaine manière, eh bien, juste avant sa putréfaction, eh bien, il y a quelque chose de nourricier qui apparaît, de densification. Donc ça veut dire que le pan, il s'est exalté et il va se recoaguler d'une certaine manière, il va se refixer, mais d'une façon laiteuse, où la concentration saline est complètement concentrée, mais elle est, je dirais, en voie d'exaltation. Parce que la lumière commence à rentrer déjà. Parce que la photo là, que j'ai prise, ça rend pas honneur à la couleur. C'est un blanc immaculé. C'est très étonnant comme blanc. C'est un blanc lumineux, limite astral. On parlait des étoiles, justement. La lumière des étoiles. Et bien c'est finalement, c'est presque la lumière, c'est presque la couleur de la lumière des étoiles qu'on voit à un ciel d'été. C'est poétique, hein, c'est joli ce que je dis. Je me sens très intelligent d'un coup. Et vous voyez, à l'exaltation, ce qui se passe avec ce lait de la Vierge, c'est que là, il y a déploiement. Et là, par rapport à notre gravure précédente, où le soufre était rouge, là, vous voyez qu'il y a le noir qui commence à apparaître. Donc, il a procédé à sa germination. Et là, il va commencer à arriver vers son déclin. Mais déclin c'est pas un déclin de mort, c'est un déclin de succession. Je dirais, c'est ma théorie, c'est ma voix, c'est ma vision. Tout ce que je vous dis, ça n'implique que moi, et j'ai une vision très personnelle et druidique de l'alchimie. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de décomposer la matière pour en faire quelque chose quelque chose d'une substance supérieure. C'est ce que j'observe dans l'alchimie, c'est que les choses ne se séparent pas. Les trois principes ne se séparent pas, ils se succèdent des uns des autres. Le soufre peut se succéder au mercure, ils peuvent se succéder au sel, et ce n'est pas forcément dans un ordre précis. J'ai observé ça plusieurs fois, et j'ai l'impression que cette illustration illustre justement, c'est le joli pléonasme, j'adore, ça illustre ce cycle de la vie qui se perpétue, du solide vers le liquide, vers la lumière astrale et qui redescend. Et on retrouve ensuite ce phénomène. Donc là, c'est la vidéo de ce lait de la Vierge, on aurait pu l'inverser, mais c'est pas grave. Vous voyez comment ça bouge ? Donc là, on va vers quelque chose de beaucoup moins liquide, de beaucoup moins visqueux, on va vers quelque chose de plus liquide. Là, il est beaucoup plus fluide. Il y a quelque chose qui se relâche, il y a quelque chose qui se laisse transporter. Et là, l'étape, eh bien là, on en arrive justement à l'œuvre noire. Ce lait commence à se putréfier, comme annoncé dans la précédente gravure. Eh bien, ce lait commence à noircir, commence à perdre sa vitalité apparente. Et apparente, parce qu'on parlait justement, pas plus tard qu'hier, que je suis noire mais je suis belle. Matière vile. Forcément, on n'a pas envie de travailler avec ça. Hein. Je m'étais dit à ce moment-là, oui, c'est raté. J'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Sachant que j'ai rien fait. Hein. Mais je me suis dit, et pour que la vie jaillisse, il faut qu'elle retourne à la terre. C'est logique. Donc il faut laisser de l'involution. Pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait involution. Donc là, il y a un œuvre noire qui s'installe et qui noircit le ballon. Vous voyez que le ballon, il n'est plus très transparent, il est vraiment, c'est brun. C'est même cuit, c'est même trop cuit. Hein. Et vous voyez quand même qu'il reste les cristallisations. On voit que c'est quand même les cristallisations qui sont revenues. Hein. Et c'est une période qui dure un certain temps. Parce que cette période de putréfaction, eh bien, ça suit le cycle de putréfaction, donc ça dure à peu près une lunaison, soit un mois à peu près. J'ai oublié ce ballon, j'ai laissé dans son jus, c'est le cas de le dire. Vous voyez un détail, hein. Pas bien là, ouais. Donc vous voyez les points salins qui
qui sont retournés dans leur compost finalement, que j'ai appelé personnellement les étoiles noires, qui réagissent toujours aux UV, mais j'ai pas fait de photo là-dessus, puisque ça ne sert pas à grand chose. Et là, quelque chose d'extraordinaire se passe. C'est juste, là par contre, là, il y avait quelque chose, on pourrait dire que c'est chimique. Bon, il y a eu de l'eau, ça se putréfie, mais n'importe quelle eau peut se putréfier, ça ressemble à rien. Et regardez ce qui se passe après. Les cristallisations redeviennent blanches immaculées, avec l'eau qui s'est régénérée. Donc ça veut dire qu'il y a un sel qui s'est formé, il y a une coagulation qui s'est faite, blanche comme neige, et l'eau, notre mercure est revenu du début. Là, il y a un truc que je n'ai pas compris. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui va au-delà de mes espérances. On pourrait faire une chanson d'ailleurs. Et ça, de toute façon, les secrets, ça c'est quelque chose que j'ai oublié. J'ai oublié pendant quelques temps, un mois, peut-être un mois à la Lune. Une lune d'équinoxe. Non, du printemps, c'était au printemps, c'était vers le printemps, c'était vers février-mars, et j'ai vu ça qui apparaissait. Donc j'ai laissé ça aux éléments, j'ai laissé la nature faire. Donc le ballon est actif, puisqu'il continue à capter des choses. Le ballon n'est pas passif, puisque à l'intérieur il y a un monde, il y a une création qui s'opère. Ah si, il y avait là, au blanc, voilà les UV, mais là vous voyez le sel devient vert. Aux UV, pas à l'œil, mais devient vert aux UV. Donc c'est très très intéressant. La cristallisation, donc on voit les cristallisations bien au fond. Et à la fin, voilà. Là encore un truc que j'ai pas compris. Ça se passe un mois ou deux après. Un mois après. Donc là, on est à peu près à 3-4 mois de travail. Et bien, il y a là, ça paraît liquide, mais en fait, c'est cristallisé, c'est dur. C'est, comment je dirais, c'est dur comme de la cire, une cire dure. Vous savez la consistance de la cire de cachet, les cires à cachet, les cires à tampon, là. Mais c'est un peu cette consistance-là. Donc très étonnant, sachant que j'ai juste récolté dans un flacon à part, et j'ai laissé évaporer la substance. J'ai laissé s'exprimer la nature. Et quand on laisse voyez cette couleur or sur les parois, ça c'est caractéristique de la médecine universelle qui est en train d'arriver. Parce qu'une médecine universelle, quand on parle de médecine, il y a toujours la lumière dedans, donc c'est l'or. Il y a des médecines où souvent on parle d'une rougeur qui apparaît, mais vous savez que il faut toujours raisonner en termes de lumière. Et une fois que j'ai laissé cristalliser, cristallisation complète, oups, à chaque fois je suis désolé, voilà. Donc ce résultat, c'est beau, hein? On dirait un petit grenat. C'est entre un grenat et comment ça s'appelle cette pierre là, la spinelle rouge, qui est un rouge brun, couleur safran. Et dans tout ce travail-là, donc la quantité que j'ai œuvré, que j'ai participé à l'ouvrage, donc cette substance-là, je vais vous montrer la taille. C'est juste ça. Juste ça. Et pourtant,
C'est pas taille qui compte, hein. Messieurs, prenez-en de la graine. Donc ce qui est important, quelle que soit la voie que l'on entreprend, que l'on chemine ou que l'on nous enseigne, sentez ce qui se passe à travers l'ouvrage. Et vous avez vu tout à l'heure, vous avez imaginé, ouais, c'est une grosse pierre, machin. Non, c'est ça, c'est juste ça. Même pas une petite tête d'épingle, remplie de lumière. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis senti petit. Et là, quand on trouve, enfin, je savais pas ce que je pensais pas, je pensais que c'était quelque chose de. On veut pas y croire. On ne veut pas y croire. Et pourtant, avec cette substance-là, donc chose que je ne vous ai pas contée, c'est important que je le raconte. Donc j'ai fait d'autres expériences, ça c'est un exemple, hein. Mais entre 2011 et 2015, je pouvais quasiment plus marcher. Donc j'avais un problème de colonne vertébrale, une vertèbre qui s'était déplacée, qui compressait ma moelle épinière, et des douleurs du matin au soir, même la nuit. Je me levais, je me réveillais le matin avec le sel des larmes qui avaient coulé de douleur. Donc Sandra peut témoigner des fois certains états à cette époque-là. Et donc j'ai pris donc, d'une autre fournée, mais j'ai essayé pour voir ce que ça fait. Bon. J'ai mangé la fève. Accru, sans ketchup. Mais ça n'a pas marché tout de suite. Je me suis dit, bon, ben, c'est loupeux, il ne se passe rien. Sauf que, si on prend une chose solide, la diffusion est lente. Le mois d'après, donc les douleurs, de ma jambe gauche qui me remontaient tout le long de la colonne vertébrale, où c'était insoluble, c'était le cas de le dire, c'était insoluble, hein, Tony Serron serait bien content d'entendre ça. Eh bien, une épuration violente, extrêmement violente. J'ai eu un abcès au dos qui s'est développé, je ressemblais à Quasimodo, et ça grossissait, et c'était un sac à dos qui venait de je ne sais pas d'où. On parlait des poisons, c'est marrant parce que c'est une petite synthèse de tout ce qui a été dit précédemment. Tous les poisons de mon organisme étaient remontés, lentement, mais sûrement. Et ces poisons, ben, ça s'est exprimé en colloïdes. Donc, le puits est monté. C'était un film d'horreur après, ça s'est bien sorti. Et tous les poisons, alors, et ça allait mieux tout de suite après, mais par contre, j'ai gardé un trou, donc ça a ouvert les muscles dorsaux, et j'ai un trou, il y a un endroit où j'ai plus de muscles, c'est une pièce de 2 € où il y a rien dedans. Il n'y a plus de muscles, c'est vide, il n'y a rien. C'est juste... Mais par contre, la cicatrisation, plus rien en surface. Donc la chair, j'ai payé de ma chair, hein, disons. Et puis j'ai vu que c'était une médecine concluante, puisqu'il y avait d'autres choses. Donc j'avais les cheveux qui étaient grisonnants, j'avais les cheveux qui tombaient avant, et tout allait beaucoup mieux suite à ça. C'était en 2018, je crois. Donc j'ai attendu pour entre toutes ces années. Et puis donc cette pierre-là, donc ce modèle-là de petite pierre, donc j'ai décidé, on va la multiplier. Et j'ai recommencé tout le processus depuis le début. Donc j'ai rajouté du Spiritus Mundi sur cette petite pierre. Et voilà un petit soleil qui apparaît dans un flacon. Vous voyez cette couleur safran, cette braise, voilà.
Et donc, et que l'on peut, bien sûr, sur la tradition, les multiplications, jusqu'à 7 multiplications, avant que ça disparaisse, mais je ne suis pas allé jusque-là, j'ai pas tenté cette expérience-là. Ça, c'est la première multiplication. Hein. J'ai fait l'autre pierre, c'était 2 multiplications, mais là, c'est juste une. Pour vous illustrer que son développement peut être exponentiel juste avec le principe vital. Ah, ça donne bien, hein. Et puis, eh bien, le présenter en médecine, ben oui, pourquoi pas. Un petit peu de spiritus vini. On s'attend à ce que ça soit rouge. Mais non, la couleur or qui apparaît. Donc on voit au fond la pierre un petit peu dissoute, qui était en train de se dissoudre. Là, j'avais à peine... Ça fait plouf, et tout de suite, la coloration s'est instantanément développée. Donc c'est quelque chose de... Il y a quelque chose qui s'est passé dans la pièce en plus. Et donc cette grande médecine fonctionne. Avec résultats médicaux à l'appui. Et un exemple de courage qui est présent dans la pièce et qui a surmonté l'apparente, insurmontable, et un pied de nez à la médecine conventionnelle qui est en train de se diriger doucement vers la guérison. Sandra, je te dédie cette pierre. Et donc, si ça ne fonctionnait pas, j'aurais jamais présenté ce travail-là. Parce que je me dois d'être entier, clair. Je me dois d'être honnête. Et il y a trop eu de promesses en alchimie qui n'ont été pas résolues, qui n'ont pas été tenues. Oh, j'ai fait pleurer. Et comment dirais-je ? Nous pouvons avoir de nouvelles transmissions qui pouvons être offertes au monde de manière intelligente, sans être vulgarisées. Et comme Patrick l'a fait, cette transmission cardiaque, pas technique. On s'en fout de ça. Les petites popotes d'alchimistes en secret dans sa grotte acariâtre. C'est fini ce temps-là. Maintenant, on est dans le partage, chacun avec notre couleur. Toutes nos voix sont complémentaires. Chacun possède la bonne pièce du puzzle, quel que soit notre caractère, nos affinités. Ça, ce message, je le délivre parce que maintenant, on rentre vers une nouvelle époque. Et c'est l'époque du partage, de la transmission. C'est fini l'Inquisition. On risque plus d'aller au bûcher. Et même ça, j'ai montré publiquement sur Facebook. Donc 90% du temps, on va me dire que ça marche pas, c'est une illusion, etc. Mais c'est pas ce qui est important. C'est que je veux être témoin, simplement témoin. Je détends rien. Je suis pas propriétaire de ça. Je suis qu'un passeur. Beaucoup d'autres alchimistes de partout dans le monde, d'autres alchimistes dont je ne citerai pas, ont travaillé cette voie-là de manière différente. Nous sommes plusieurs à avoir abouti à cette manière de faire la pierre. Ça, c'est ma méthode. J'ai ma méthode, d'autres méthodes existent. Mais le Spiritus Mundi, c'est une substance, la substance primordiale de vie. Vraiment. Et si l'alchimiste ne perd pas de vue son axe, s'il ne perd pas de vue qu'il est dans le monde, qui peut œuvrer pour le monde, et par le monde, et pas pour simplement lui-même. Pas parce qu'il a peur de la maladie, pas parce qu'il veut être riche. Ah oui, par rapport à une transmutation, une petite anecdote avec cette chose-là. Donc il y a des... j'ai pas pris de photos, puisque de toute façon, il n'y avait pas lieu d'avoir de photos. J'ai voulu mettre une petite tête d'épingle de mercure coulant à côté de la pierre. J'ai voulu faire une transmutation à froid. Dans un petit flacon de ce genre-là d'ailleurs. Et mais finalement, les deux substances ont disparu. Le mercure et la pierre ont disparu dans le flacon.
je ne serai pas riche, hélas. Donc la caisse d'allocation familiale peut être tranquille. On continuera on va faire autrement. Par contre, ne serait-ce que le stade du Spiritus Mundi, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors je pense à plus tard, peut-être un avenir, puisque on ne sait pas, hein, la Terre, si elle continuera à donner, vu ce qu'on exploite, surexploite au niveau de nos terrains. J'ai pris une petite graine de tournesol. J'ai mis une petite goutte de Spiritus Mundi, une toute petite goutte, et j'ai planté la graine. J'ai attendu 24 heures. Vous savez le temps de germination d'une graine de tournesol à peu près? Ça se compte en semaines. 24 heures après. Ça. 24 heures après, il s'est passé ça. Hein? Ah oui, d'accord. Pardon. Belle bête, hein? Et c'est pas et la feuille est déjà spécifiée. Hein, vous savez que quand ça germe, il y a les feuilles, et après il y a la spécification de la feuille. Et 24 heures encore après. Voilà. Donc on est là vers entre 15 et 20 cm, je ne sais plus. Petite graine de tournesol. Bio. Sans gluten. Je ne veux pas traumatiser les véganes. Alors, je respecte les véganes et les végétariens, bien sûr. J'adore les manger. Voyez, l'expérience, Patrick m'avait dit, vérifie toujours si ça fonctionne. C'est pas parce que tu trouves quelque chose de beau qu'il y a la vie dedans. Ça, il me l'avait dit plusieurs fois au téléphone. Même si c'est bizarre ce que tu fais, c'est le résultat qui compte. Le résultat. Et comment dirais-je, on va passer à l'image suivante. Donc j'ai fait un autre essai avec un tube à essai justement, d'où le nom. Donc cette condensation qui est très étrange puisque cette condensation-là est toujours en suspension d'une certaine manière. Hein, l'eau a tendance à descendre, à s'alourdir. Là, c'est quelque chose qui a tendance à monter, à vouloir je veux sortir. Faites pas chier, je veux sortir. L'esprit de tout le monde, il n'aime pas ça. Il n'aime pas se sentir prisonnier. Et il est exposé à la Lune pour dire écoute, pas de problème. Je dialogue avec la matière comme ça. Hein. Eh bien, puisque c'est comme ça, pas de problème, je vais te réconcilier avec un astre, je vais t'exposer à la Lune. Et comme vous allez voir, l'exposition, c'était une exposition en hiver, donc il faisait relativement froid, il s'est passé ça. On dirait un brin d'ADN qui s'est formé, comme une sorte de vortex. Et là, il y a un phénomène, je crois qu'en physique quantique, on appelle le phénomène de Brown, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Où justement, il y a une contrainte qui s'est passée, où de l'intangible vers tangible, il y a une cristallisation qui s'est faite, mais c'est un tissage. Nathalie Limoges a parlé de tissage, hein, de la résille. On peut imaginer que Spiritus Mundi fait ça naturellement. Sauf qu'on ne le voit pas sous nos yeux. On l'aide à tisser parce que en le fixant, voilà ce qui se passe. Donc vous voyez que à travers l'expérience, c'est une voie d'émerveillement que j'ai montré à plusieurs alchimistes qui n'avaient pas d'avis parce qu'ils ne comprenaient pas, ou disant oui mais c'est juste de l'humidité qui s'est figée à l'eau froide. Non mais c'est juste pas une humidité normale. Et puis de toute façon, si c'était de la glace ne se cristallise pas comme ça. Ça aurait été un flocon de neige au mieux.
Et le Spiritus Mundi a une autre particularité, très intéressante pour certains cherchants, c'est que c'est un dissolvant universel. C'est le cas de le dire, universel. Forcément, le test qui vient, on essaye de mettre une petite paillette d'or pour voir ce que ça fait. Est-ce que ce spiritus liquide va se teindre? Et effectivement, dans les 90 minutes, 2 heures, je ne sais plus, le liquide se teint de l'or. Et commence à y avoir, vous voyez, en haut, le noircissement de l'or qui commence à apparaître. Et cet or-là, qui est de l'or que j'ai fait venir de chez Batteur d'Or de Paris, là, à Rodin, à côté du musée le musée de Rodin, c'est ça, les derniers Batteurs d'Or, où Jean-Luc Leguet va se fournir, je crois, en pigments. Feuille d'or. Et donc, pour être sûr que ça soit vraiment de l'or, parce que là-dessus, il ne faut pas faire confiance. Et vous voyez que le liquide se teint. Et cette teinture, donc, et après, au bout d'un moment, la teinture disparaît. Au bout de 2 jours, le liquide va vers le gris-vert. Quelque chose de gris-vert. Tiens. Sachant qu'on a travaillé avec un lion. Ça fait réfléchir quand même. Donc après, on passe sur une autre partie. Si tu veux. On a le temps. Je sais pas quelle heure. 10h31. Oui, très bien. Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Donc vous voyez que sa substance, tous les alchimistes, sans exception, travaillent avec cette substance-là. Sauf qu'elle n'est pas visible aux yeux. L'essentiel n'est pas visible aux yeux. On rentre vers le Petit Prince, là. Et sachant que chaque alchimiste travaille à cette substance-là à différents niveaux. Là, c'est un niveau direct, qui peut être long, qui peut être drastiquement raccourci en fonction de la manière dont nous avons une affinité avec le Spiritus Mundi. Et ce Spiritus Mundi, qui offre la voie universelle, nous pouvons la capter avec les astres. Et si on ne travaille pas justement avec les astres, ça devient des astres. Donc il n'y a pas de vie, forcément. C'est après le blanc. Ouais, et encore. Donc on revient justement sur mon expérience de départ, mais cette fois-ci, j'ai travaillé, mais pas avec le vide, mais avec de l'eau, j'ai distillé cette fois, je crois. De l'eau distillée cette fois, donc je suis allé lentement, très très lentement, à très basse température pour être sûr que ça ne se contamine pas. Et donc j'ai laissé, c'est l'été dernier ça, donc quelques semaines à la lumière astrale. Donc vous voyez, la loupe qui envoie son dard solaire, donc que je soutiens avec justement un petit miroir. Ça c'est toujours très intéressant pour la réflexion. Et au bout d'un certain temps, il y a ça qui apparaît dedans. Ça flocule. C'est marrant ce mot, ça flocule. Vous voyez des petites cristallisations qui commencent à apparaître au fond, alors que c'est de l'eau pure. Et en travaillant avec ce dard solaire, il y a quelque chose qui vient se fixer, mais par un autre véhicule. Sachant que Spiritus Mundi ne véhicule jamais seul. Le Spiritus Mundi a besoin d'éléments de la nature pour voyager, puisque c'est un voyageur. Il va utiliser des nitres, il va utiliser de l'azote, il va utiliser l'hydrogène, il va utiliser les choses de la vie.
Mais sachant que la pierre philosophale, quelle que soit la voie, ne peut pas être obtenue à partir de quelque chose de spécifié. Il faut toujours revenir au premier potentiel de la matière. Toujours. Autrement dit, lui faire remonter le temps vers le plus proche de la création, vers le plus proche du verbe. Un métal, si on travaille une voie métallique, il faut faire en sorte que ce ne soit pas un métal. Il faut qu'il revienne vers quelque chose de plus minéral, même peut-être le potentiel du minéral, si on y arrive jusque-là, pour que sa croissance reparte vers le bon sens. Pour lui faire perdre cette mémoire, la mauvaise mémoire, de ses traumas, de son histoire, de ses affres, guérir le minéral, et la faire repartir en végétation, puisque forcément, en minéral, ça pousse, vers quelque chose de plus pur. Mais de manière simplement accélérée, l'alchimiste ne fait juste ce que assister la nature. Donc là, on revoit le dard solaire, on voit la petite flocule qui a grossi depuis. Alors c'est marrant parce que il garde la même forme, il grossit. C'est embryonnaire, je dirais. Voilà, un petit gros plan, oui, ça c'est pas mal, ça c'est très intelligent ce que je viens de dire. Ouais. Et donc, vous voyez, encore une fois, à la vitesse de lumière, aux UV, vous voyez que il y a quelque chose qui réagit. Donc, le violet, c'est de l'eau, c'est la lumière noire, et quand on traverse, il y a quelque chose en suspension. Et au microscope, il y a des superbes microscopes pour téléphone portable maintenant qu'on accroche, on peut observer une cristallisation. C'est très intéressant. Donc vous voyez que c'est une cristallisation, que ce n'est pas une bactérie qui s'est développée ou autre. Et les petites impuretés, je pense que c'était dans le flacon à la base, qui se sont accrochées dans les petites choses brunes là. Malheureusement, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout puisqu'il y a eu une tempête et le flacon s'est renversé. Et cette expérience-là, je vous invite à la faire. Une loupe, de l'eau distillée, et vous patientez. Et peut-être que vous arriverez à quelque chose avec ça. C'est un début. D'accord ? Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions. C'est bon, vous avez on est très bien. Parfait. Pour votre partage charitable, et je pense qu'il est en relation avec le travail de Paracels, on puisse se tourner vers l'AKS, qui était la réponse et le nom charitable de Paracels, le cas qui veut dire c'est la linéaire. Voilà. Donc, je pense que tu as très bien illustré les travaux possibles. Voilà. Et j'avais une petite question concernant donc, toute l'évolution des phases de l'œuvre. Quels sont tes ressentis personnels à chaque phase? C'est une très bonne question. Puisque, comme je le disais, je travaillais en voie interne conjointement à chaque phase de l'œuvre. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait des événements, soit qui dissuadaient. Il y avait des choses qui n'étaient pas, on va dire, qui étaient bousculantes, pas dans le sens, mais qui étaient, c'est tabou. Comme si je devais toucher quelque chose de tabou. Et ça me poussait tabou, forcément. Et
chaque ressenti, c'était des épurations relationnelles, mais aussi il y avait d'autres choses. C'est que pendant cette phase-là, en tout cas dans une autre partie de cet ouvrage-là, c'était la manière dont j'ai abouti une autre phase de cette œuvre-là. J'ai fait une version accélérée où ça carburait au niveau interne. C'était qu'il y avait des enjeux vitaux. Il fallait absolument sauver une vie. Et j'avais une contrainte, c'était que il n'y avait pas de compromis. C'était là-haut, vous m'aidez. Je ne demandais pas le Domum Dei, comme on dit, c'est maintenant, je me positionne, je paierai le prix s'il faut, mais maintenant, il faut faire quelque chose. Bizarrement, en parlant comme ça, en se positionnant de cette manière-là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'était, maintenant, c'est presque on me disait, tu as compris. Ne te soumets pas à Dieu. Ne te soumets pas à Dieu. Sois sa main. Tu fais partie de lui. Deviens sa main. Œuvre avec lui. Pas contre lui ou pas par lui. Ne dépends pas de lui. Et sois un instrument. Et je crois que c'est ce qu'il demandait à l'alchimiste. Et je crois que ça, c'est ce qui s'est passé au final. J'ai compris beaucoup de choses. Merci. Que la parole circule. Ce que tu as montré dans tout l'essai, ce sont des ondes de tension. Voilà, je parlais de Laurent. Et quand je vois ces ondes de tension dans tout, voilà, la première. Celle-là, d'accord. Moi, c'est des ondes de tension. Qui dit onde de tension, ça me démonstrait la vibration à une fréquence. Toujours. La fréquence solaire, elle est de 7 Hz. Je me posais la question pour analyser effectivement, on peut faire des multiplications infinies par 7, je crois que c'est ça, entre 6 et 7. Oui, traditionnellement, oui. Est-ce que c'est une corrélation de la lumière du soleil, il est là en tant que. Il potentialise la transmutation, il catalyse cette transmutation. Là, il n'y a pas la lumière du soleil en jeu, là, dans cette expérience-là. Il n'y a que la lune. Mais parce qu'après, c'est cristallisé, mais avant. Quand tu fais ton expérience. Ça ? Non, avec au tout début. Ah, mais on parle d'autre chose, là. C'est pas la même expérience. Ça, c'est un essai. J'ai capté du Spiritus Mundi. Oui, et tu l'as capté au tout début de ton exposé, là. Non, j'ai fait autrement depuis. Je n'ai pas utilisé la lumière du soleil. Ce que j'ai montré, ça, c'est l'expérience de départ qui menait vers ça. D'accord. Quel voyage. Voilà. Voyons. Voilà. Alors, tac, tac. Et tout ce qu'on dit, Et ça a donné ça. Ok ? Mais après, j'ai utilisé autre chose, un autre feu. d'accord. Un autre feu. Ça peut être n'importe quel type de feu, ça peut être le soleil, ça peut être un feu d'une bougie, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la chaleur de vos mains, ça peut être dans une étuve, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le principe mâle, le principe du roi, c'est le principe astral, c'est le principe masculin. Mais tu as toujours la lumière, on a toujours. Enfin, tu n'utilises pas forcément. Il y a la lumière. Simplifie ta pensée. Il y a, tout simplement, il y a la lumière sur Terre. Oui. Il y a la lumière du soleil. Oui, mais tu ne simplifies pas ta pensée. Ce que tu fais. Donc, que tu passes par là ou que tu passes par l'autre côté, tu as tout le temps la lumière du soleil. Pas tous. La lumière, ce n'est pas forcément le soleil. La lumière, c'est la lumière. La lumière est indifférenciée à la base. La lumière, ce qu'on appelle la lumière, c'est le spiritus mundi, qui peut être véhiculé par le soleil, effectivement, qui peut être véhiculé par la dépolarisation via la lune, mais ça peut être par l'eau, ça peut être par n'importe quel élément de la nature, mais la lumière est présente en tout, en toute chose et autour de toute chose. Donc, il suffit que le ballon
Que ce soit un ballon, que ce soit n'importe quel... Ça peut être un ballon, ça peut être une bouteille de Perrier, hein, ça peut être la même chose. Il suffit que la contrainte de la nature imite la... C'est exactement le même principe qu'en géologie, que la formation de cristaux de géodes. Cette histoire de pression extérieure et intérieure à la fois, en même temps, et sur plusieurs dimensions. Ce n'est pas chimique, c'est une histoire de contrainte de fréquence, bien sûr. Mais il ne faut pas s'attarder au soleil. Je montre le soleil, c'est un exemple, parce que c'est un moyen pour vous d'imaginer. Mais la lumière en elle-même est intangible. Je vous ai expliqué que le Spiritus Mundi ne peut pas être perçu psychologiquement. Nous ne sommes pas conçus à voir le Spiritus Mundi de nos propres yeux. Mais nous pouvons l'adapter. Rappelez-vous la table d'émeraude. Tout n'existe par adaptation. Il faut faire le miracle d'une seule chose. Ce qui est très important, c'est que nous travaillons par l'adaptation des choses des autres mondes pour l'accueillir dans notre monde. Et ça peut être n'importe quelle source. Nous utilisons que des véhicules. Ça peut être la chaleur, ça peut être le froid, ça peut être la fréquence, ça peut être la radiofréquence, ça peut être n'importe quoi en soi. Mais les forces de la nature, dans les forces de la nature, la seule chose qui compte, c'est que la lumière est présente en toute chose, même dans le vide apparent des atomes. Et l'attrication quantique, ça parle que de ça. D'ailleurs, les prix Nobel ont bien illustré cette chose-là. Merci. Pascal? Une question, Cédric. Frédéric? Merci. Les gravures d'illustration que vous avez montrées, est-ce que vous avez cherché avant, pendant? Est-ce que vous avez cherché activement? Est-ce que ce sont imposés à vous? Est-ce que ce sont arrivés par hasard? Complètement par hasard. Celle-là, cette illustration, elle est arrivée complètement par hasard. Je me posais des questions, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Boum, sur Internet, ah ouais, ok. Donc là, on voit l'aspect végétal, quelque chose qui pousse à l'intérieur. Il y a 3 fleurs, forcément. Plusieurs étapes. Donc, il y a cette personne féminine. Mais bon, il manque un des éléments. C'est une illustration, mais je pense qu'il y a forcément une femme, il y a forcément le roi, quelque part, qui doit exister quelque part. Mais l'autre illustration, ça c'est quelque chose que je possédais. Mais ça c'est quelque chose que je possédais, mais j'ai fait des liens parce que il y a un autre truc que Patrick aimait bien me dire, c'est essaie de développer ton sens, ton Hermès. Il aimait bien dire ça, développe ton Hermès. C'est essaye d'être atteint du syndrome de Sherlock Holmes. Fais des liens là où il n'y en a pas apparemment. Même s'ils sont faux ces liens, fais-les. Sens-toi libre d'établir ces liens-là. Et forcément, il n'y avait que cette illustration-là. Oui, c'est un exemple, mais là, c'est très parlant. Parce que ça parle de manière pas descriptive, mais c'est viscéral. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur. Et là, on peut l'appliquer ça à n'importe quelle voie. De celle de l'antimoine, par exemple. Puisque l'antimoine contient d'autres choses, en dehors de son aspect métalloïde. Il suffit de le nourrir. D'autres choses. J'ai répondu? Alors, par gros, très très belle démonstration tangible du Spiritus Mundi, première fois tous. Je voulais simplement dire par rapport à l'image qu'on a revue tout à l'heure, justement, Nicolas, Oui. c'est très clairement décrit par Toucanelli en parlant des cheveux de Diane. Oui, absolument. Exactement, c'est ce que j'ai vu de suite, parce que Absolument. voilà, c'est les cheveux cristallins de Diane, les cheveux blancs de Diane, dont il parle, et puis, voilà, juste l'image qu'on a vue avant, tu parlais du sel, alors c'était Mercure. Là, c'est Toucanelli, donc Mercure est un sel. Ouais. Enchanté. Merci beaucoup, Pascal.
Comme je disais, tout n'existe que par adaptation. Donc, chose qu'il faut bien retenir, c'est qu'il ne faut pas chercher à séparer les choses. Prenez en compte du tout, déjà le départ, que tout est ensemble, mais que c'est comme la vie est et sera, a toujours été et sera, c'est qu'il y a des cycles d'existence. Donc un sel ne sera pas forcément toujours sel, et un soufre ne sera pas toujours soufre, et un mercure ne sera pas forcément toujours mercure. C'est notre regard qui établit les priorités. C'est notre perception. Ce à quoi vous prêtez attention commence déjà la réalité. D'accord ? Je vous dis ça, c'est très important d'avoir des notions de perception des autres réalités. Merci, j'ai une question par rapport à ce que vous avez exposé, qui montre les différentes étapes de l'œuvre et qui pourrait donner l'impression à un novice comme moi que la quête de la pierre est relativement simple à réaliser. Et ce qui n'apparaît pas forcément en tout cas, les images que vous avez montrées, mais qui apparaît de manière assez claire dans le discours, c'est la démarche et c'est surtout la voie sacerdotale qui, je pense, chez vous, est le résultat d'un travail, d'un long travail, dont on ne réalise pas forcément la mesure à travers votre exposé. Un long travail et une longue quête qui, finalement, fait que quand vous manipulez, vous aboutissez relativement simplement à ce résultat. Absolument. Ce qu'on appelle aussi voie sacerdotale, c'est que c'est une dévotion. C'est une dévotion, mais pas de soumission. C'est être pleinement conscient, demeurer dans son axe, pas être rigide, être dans son axe. C'est la voie. On suit chacun une voie différente. Celle-là, c'est la mienne. Bien que d'autres alchimistes dans le monde l'aient travaillé et l'aient abouti de manière peut-être très différente. Mais ma vision, c'est que, en tant que contributeur au monde, je participe à ce feu dont je suis dépositaire. Je suis dépositaire de ce feu, mais je ne suis pas le propriétaire, puisque de toute façon, ça reste pas longtemps sur Terre. Mais par contre, la préparation est importante. Du corps, de mon âme, de mon esprit, c'est une voie, la voie interne, c'est ça. Hein. Dans le taoïsme, on parle que de ça. Il y a d'autres voies qui sont beaucoup plus, une voie active et passive, qui n'est pas très connue, c'est le Chan. Donc ce sont des voies qui travaillent d'une certaine intensité préparatoire pour autre chose. Mais chacun est libre de la forme. Je veux dire, j'ai eu la chance, une chance inouïe d'avoir appartenu à un cercle d'initiés dont maintenant je transmets ce que j'ai reçu. Il n'y a que ça qui est un peu nouveau, mais enfin en tout cas de ce que je transmettais, on m'en avait parlé. Mais ce qu'on ne peut pas laisser de côté, c'est notre propre imprégnation. Donc il faut faire un vide. Il faut se libérer de nos propres poisons. Parce que comme tout thérapeute, s'il n'est pas libéré de ses propres poisons, qu'est-ce qu'il va transmettre à son patient ? Donc voilà. Donc c'est le travail. C'est pas une histoire de durée, c'est une histoire de toute une vie de travail. Rien à voir avec la durée, hein. Mais toute une vie de travail, c'est l'intensité, c'est sacerdoce, c'est je suis au service de l'humanité. Je prétends pas être au service de l'humanité de manière machin bouddhique. Je me sens maintenant plus en accord avec le monde dans le sens où le monde il est susceptible d'évoluer. Il y a encore beaucoup de boulot, mais à notre niveau, une étincelle de lumière peut contaminer un océan de ténèbres. D'accord ? La dernière question, Moira. Après, on verra
Vous avez mentionné. Oh, pardon. Vous avez mentionné la fleur de lotus à un moment donné. Je me demandais, donc, est-ce que c'est l'ouvrage qui décrit le travail interne que vous avez suivi? Excusez-moi, j'entends pas très bien. Pardon, je vais parler plus fort. Vous avez parlé de la fleur de lotus, qui est un titre. Non, c'est la voie de la fleur d'or. La voie de la fleur d'or, c'est ça. Est-ce que c'est cet ouvrage qui décrit le travail interne que vous avez suivi? Vous avez suivi ce chemin-là? J'ai reçu la pratique. Il y a le texte, donc il y a un texte traditionnel, je pense que Pascal peut très bien en parler à ce niveau-là. Mais il y a une pratique qui a été, on va dire, contemplative. Il y a une pratique contemplative et il y a une pratique, disons, plutôt active, qui est plus adaptée, je dirais, aux Occidentaux, puisque les Occidentaux ont une nature dynamique. Et ça se pratique de manière comme une sorte de yoga, sauf que cette pratique-là tend à travailler avec la lumière, donc la lumière physique, mais de manière à la convertir cette lumière-là en une autre force, une autre contrainte pour faire que ce Spiritus Mundi, que nous puissions être en affinité avec Spiritus Mundi pour le canaliser de manière physique, de le rendre tangible. Mais c'est pas fait pour ça au départ, la voie de la fleur d'or. C'est une voie d'illumination. Et la voie, bien sûr, d'illumination de la fleur d'or, c'est pareil, c'est quelque chose que je transmets, que je peux transmettre toujours durant une journée. Parce que c'est simple, c'est tellement simple qu'il suffit juste de faire circuler les choses. Ça passe par le souffle, ça passe par des mouvements, ça passe par une présence qui peut durer sur des effets qui peuvent durer sur des semaines, et ça peut transformer la vie, puisqu'il y a des choses qui peuvent être révélées. Il y a certaines personnes ici qui ont travaillé cette voie-là, qui ont eu des choses dans leur vie qui ont bousculé, qui ont basculé même. Pourquoi? Parce que, comme disait Paracels, on ne peut venir que soi. Si on se prend nous nous prenons pour qui nous sommes déjà, nous ne pouvons que nous révéler au monde que ce que nous sommes déjà. C'est tout. Toutes ces voies internes, philosophiques, ça va vers ça. Après, tout est une histoire de simplification de la pensée. Il faut se simplifier. Pas être dans un intellectualisme, puisque on a parlé beaucoup de la voie de la fleur d'or de manière, bien sûr, très intéressante, hein, mais nous pouvons nous l'approprier dans la chair. Et là, on peut aller au-delà du message énoncé. On peut le vivre. Ok ?